Soit lointaine, soit voisine, espagnole ou sarrasine, il n'est pas une cité qui dispute sans folie, à Grenade la jolie, la pomme de la beauté. Ces quelques vers sont de Victor Hugo. Le poète les écrit en 1828 dans ses Orientales. Pour lui, comme pour les centaines de milliers de touristes qui se pressent ici chaque année, Grenade est un endroit à part, sans comparaison. Grenade la métisse, Grenade la mélangée, la ville séduit et attire. Elle est devenue une légende, celle de la croisée des cultures, l'image d'un lieu de cohabitation exceptionnel. Mais derrière la carte postale se cache une histoire sanglante, l'histoire d'une lutte sans merci entre deux grandes civilisations. Du 8e au 15e siècle, la ville est dominée par les dynasties maures, autrement dit les musulmans. Mais en 1492, les catholiques s'emparent de Grenade, c'est la Reconquista chrétienne. Nous avons demandé à Rodrigo de Zayas de nous servir de guide. Figure intellectuelle emblématique en Espagne, ce musicien de renommée internationale devenu écrivain connaît bien Grenade. Première étape pour comprendre la ville, la visite de l'Alhambra, Alhambra en arabe, ce qui signifie la rouge, une cité forteresse bâtie au pied des sommets enneigés de la Sierra Nevada. C'est extrêmement simple de raconter l'histoire des deux faits successifs de l'Alhambra. D'abord, l'architecture militaire, dont on a parlé plusieurs fois. Elle n'a, du point de vue esthétique, que ce que peut avoir l'architecture militaire du XIIIe ou du XIVe siècle. Mais ensuite, quand on passe de cet extérieur, des remparts, vers le palais, ça c'est un phénomène qui se produit à partir du XIIIe siècle, la deuxième moitié du XIIIe siècle, et surtout durant tout le XIVe siècle. C'est-à-dire l'établissement à l'intérieur de cette forteresse, d'un palais comparable à ce que décrivent les Mille et une nuits, mais version andalouse. Les bâtisseurs sont les Nasrides, la dernière dynastie musulmane ayant régné sur Grenade. L'Alhambra est leur testament, leur chant du cygne, car les Nasrides se savent condamnés. À cette même époque, en effet, les autres grandes cités andalouses comme Cordoue et Séville sont déjà tombées aux mains des chrétiens. Pour Grenade, ce n'est plus qu'une question de temps. Un palais du déclin donc, construit dans l'urgence, où grande place est faite aux jardins, au milieu desquels se trouve le palais d'été, le Reiner Khalife. Nous sommes en plein dans dans cette ambiance andalouse, si vous voulez, musulmane, le goût de la fontaine, le murmure de l'eau qui coule, un art de vivre qui est extraordinaire. Il faut être ici pour le respirer, pour le voir. Mais on l'a dit, ce qui a surtout fait la réputation de l'Alhambra, ce sont ses palais somptueux. Autour des bassins, sur les murs, des poèmes calligraphiés, des fleurs sculptées dans la pierre, des arabesques. Ces merveilles, les rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, ne les détruiront pas lorsque Boabdil, le dernier sultan de la ville, leur remettra les clés sans se battre en 1492. Ce qui a conservé l'Alhambra, c'est qu'avant tout, c'était une forteresse. Je crois que dans la mentalité, somme toute, assez fanatique et assez peu sensible de la reine Isabelle ou de Ferdinand le catholique, la beauté de ceci les laissait absolument froid. C'était des manifestations d'une religion non catholique et donc vraiment détruisible a priori. Mais les rois catholiques veulent malgré tout marquer de leur empreinte l'Alhambra, à l'image de ce plafond, marqué du F de Ferdinand et du Y d'Isabelle. C'est du stuc qui représente quelque chose et qui par conséquent a son importance historique. Ça représente aussi le sens profond d'une culture conquérante, d'une culture militaire, d'une culture militante, une culture destructrice, et à côté, une autre culture qui est en fin de parcours, qui est fatiguée, qui n'en peut plus. Devenu roi d'Espagne en 1516, Charles Quint ne fera pas autrement que ses ancêtres. Il voudra aussi laisser sa marque avec la construction d'un palais Renaissance en plein cœur de l'Alhambra. Ce palais représente évidemment la présence chrétienne conquérante sur l'islam conquis,
Mais il y a aussi une part personnelle, c'est-à-dire que Charles Quint manifeste là son pouvoir personnel, non pas seulement en tant que Charles Ier, roi d'Espagne, mais aussi en tant que Charles Quint, empereur du Saint-Empire germanique. C'est l'homme le plus puissant de la Terre, et ce bâtiment le dit. Les rois catholiques et leurs descendants ne s'arrêtent pas là, leur présence doit être visible partout. Si l'Alhambra est épargnée, le reste de la ville lui est redessiné, pour ne pas dire christianisé. Stefano, guide professionnel depuis 10 ans, nous dresse l'état des lieux de cette réappropriation culturelle et religieuse. L'exemple le plus frappant, la cathédrale. Derrière nous, il y a la façade principale de la cathédrale de Grenade, construite là où se trouvait l'ancienne mosquée, la grande mosquée de Grenade détruite à l'arrivée des rois catholiques. Pour eux, c'était une façon de montrer que le catholicisme avait triomphé de l'islam. Ils ont laissé ici un des bâtiments les plus imposants du monde chrétien. Malgré tout, la ville conserve encore aujourd'hui les vestiges de la présence arabe, un caravansérail où les marchands venaient se reposer, un souk aussi dont il ne reste aujourd'hui plus que 3 ruelles, mais qui s'étendait autrefois sur une grande partie du centre-ville. Dans ce qui reste du souk, Stefano rencontre 2 commerçants d'origine marocaine. Le nom de l'un d'entre eux le surprend. Garnata, c'est ton nom? Oui. Tu sais d'où vient ton nom, Garnata? L'origine? Oui, c'est le nom de l'ancien quartier juif de Grenade. Cela s'appelait Garnata Ayoub. Ah vraiment? Garnata Ayoub? C'est curieux qu'un Marocain ait un nom juif. C'est celui de l'ancien quartier juif de Grenade qui s'appelait Garnata. C'est étonnant et je lui ai expliqué que selon moi, comme les 3 communautés ont longtemps vécu ensemble, il y a eu ici un réel mélange entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Ce mélange des cultures fonctionne vaille que vaille entre le 8e et le 15e siècle, mais l'arrivée des catholiques va tout changer. Les juifs, 250 000 en tout, vont être expulsés par décret. Les musulmans tolérés dans un premier temps doivent ensuite faire un choix, se convertir ou mourir. Selon le droit canon, les morts ont le droit de choisir entre le baptême ou la mort. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Étant chrétiens, leur pratique de l'islam n'est plus de l'infidélité selon le christianisme, c'est de l'hérésie. Et si c'est de l'hérésie, ça tombe dans le domaine juridique de l'Inquisition. Alors là commence ce cercle vicieux qui fera qu'un beau jour va s'instituer en Espagne un racisme d'État. Ces musulmans convertis sont surnommés de manière méprisante par les chrétiens les morisques. S'ils conservent leurs vêtements et leurs traditions, comme on le voit sur ces gravures d'époque, ils seront malgré tout confinés dans un seul quartier, l'Albaicín, leur ghetto. Une fondation financée par la ville, la région et l'Union européenne est chargée de restaurer et d'entretenir ce quartier à part. Juan Manuel Segura est à la tête de cet organisme installé sur les hauteurs de l'Albaicín. Ce matin, il a rendez-vous avec un archéologue et un architecte. Leur discussion tourne autour de la restauration d'une muraille nasride, restauration qui a déjà commencé et qui pose quelques problèmes. C'est très difficile car le projet est déjà très avancé. Je crois que maintenant nous sommes très proches de la vérité historique et que la restauration sera bien plus réussie que ce qu'on imaginait. Mais le travail des 3 hommes ne s'arrête pas là. L'Albaicín est pour eux une passion. Chaque pierre, chaque motif les interpelle. La preuve avec cette église, construite sur le site d'une ancienne mosquée, comme la plupart des édifices religieux à Grenade. Pour des raisons symboliques évidemment, mais pas seulement. Mais c'est un phénomène de réutilisation architectonique seulement pour motif économique. Je réutilise une chose parce que c'est mieux la réutilisation, parce que c'est un phénomène de faire économie. La conception actuelle du patrimoine historique n'existait pas. Rollio a aussi acheté une maison dans ce quartier, une maison morisque justement qui a subi l'outrage du temps. Nous sommes à l'intérieur d'une maison morisque. Et les maisons morisques, c'est la dernière manifestation de l'architecture domestique islamique ici à Grenade. Après la conquête,
continue la tradition de faire les maisons, surtout parce que c'est une demande de la population islamique convertie déjà officiellement comme chrétien. Des maisons morisques, il en existe encore une quarantaine dans l'Albaïcine. L'une d'entre elles a été récemment restaurée. C'est aujourd'hui un hôtel. Ça ressemble vraiment à Marrakech, pas vrai? Eh bien, je crois que les Arabes étaient aussi intelligents que les Romains en matière d'architecture, et dans ce domaine, ils ont continué à faire des maisons aussi belles à Marrakech, à Grenade et partout ailleurs, même s'il y a toujours des petites différences. Pour entrer, par exemple, il y avait une porte sur le côté et jamais on n'entrait directement dans la maison. Les rois catholiques ont interdit cette tradition. Ils ont demandé que l'on perce une porte en façade pour que l'on voit bien ce qui se passe à l'intérieur. La raison, c'est que beaucoup de convertis étaient toujours musulmans au fond d'eux-mêmes et ça ne plaisait pas vraiment aux catholiques. C'est peu dire que les catholiques n'apprécient pas. Au fur et à mesure, les lois et les décrets coercitifs se succèdent, les morisques sont persécutés, les catholiques veulent une Espagne unie, avec une religion unique, bref, une Espagne purifiée. Les morisques ont beau se rebeller, leur sort est scellé. En 1609, ils sont expulsés. Selon les témoignages de l'époque, environ, disons, entre 400, 500, 550 000 individus sont déportés dans des conditions tellement effroyables qu'environ les 3/4 meurent en route. On peut, sans trop exagérer, parler même de génocide. Après cet événement sanglant, l'héritage arabe de la ville est gommé, voire oublié à l'image de ces murailles nasrides longtemps restées sous terre. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour redécouvrir cet héritage, notamment dans l'architecture. Pour preuve, ces maisons de style arabe, construites au début du 20e siècle, les Carmenes. Un hommage souvent vide de sens et qui privilégie l'esthétique. L'exemple le plus frappant, c'est cette villa, la Media Luna, édifiée en 1925. En fait, le style orientaliste s'est imposé dans toute l'Andalousie dans les années 1920. C'est une renaissance. Les Andalous ont redécouvert leurs origines arabes et l'architecture s'est transformée comme à Cordoue, Tolède et Séville. On retrouve ces thèmes arabes en peinture. Et puis aussi sur les affiches de toutes les fêtes andalouses, on reprenait les thèmes arabes. Des signes religieux sont partout présents dans la maison, mais comme pour son architecte, la propriétaire actuelle n'y attache pas d'importance. Là, on voit une étoile de David et aussi le croissant musulman. Oh non, pour moi, vous savez, c'est juste de la décoration. Moi, je ne suis pas religieuse, pas du tout. La présence musulmane s'installe de nouveau à Grenade à la fin du XXe siècle, et cette fois encore, cela ne va pas sans difficulté. La question identitaire a posé un problème il y a quelques années quand il a été question de réimplanter ici une mosquée. Alors là, il y a eu véritablement un problème, c'est-à-dire que les milieux les plus réactionnaires, les plus fermés de Grenade ont réagi très négativement. Et pourtant, la mosquée est aujourd'hui bien là, plutôt modeste. Elle a été inaugurée en 2003 face à l'Alhambra. Pour moi, cette mosquée a donné à la ville de Grenade une nouvelle richesse, un lieu de rencontre, un lieu pour dissiper les malentendus et les préjugés sur l'islam. Quel malentendu ? Il y a beaucoup d'idées que les gens ont aujourd'hui sur l'islam, des idées qui viennent des journaux télévisés et qui associent l'islam à la cruauté, à la violence, à la brutalité et à une façon de vivre archaïque. La ville compte aujourd'hui 20 000 musulmans, et malgré les attentats terroristes du 11 mars 2004 à Madrid, la mosquée a bien trouvé sa place dans la ville.
Pour moi, Grenade est un modèle pour la société espagnole et aussi pour l'Europe. Un modèle de cohabitation naturelle et dédramatisée entre personnes de diverses origines ethniques, culturelles et religieuses. Grenade est un modèle et c'est d'ailleurs comme ça que le gouvernement espagnol le conçoit. Un modèle et aussi un laboratoire où les résultats sont très positifs quant à la vie en communauté et à l'intégration. Le mélange des cultures est-il une utopie? En tout cas, le gouvernement espagnol veut y croire. Il a lancé, après les attentats de Madrid, un programme en faveur du dialogue des civilisations.